Bonjour à vous tous, merci de nous avoir rejoints. Nous sommes très heureux, la Euralarm avec la Fédération française des métiers de l'incendie, la FFMI, de pouvoir vous présenter aujourd'hui toutes nos connaissances et tout ce que nous pouvons vous présenter sur les services à distance. Service à distance, comme vous le savez, est une grande avancée, une grande évolution par rapport à ce que nous faisions auparavant et qui, en fait, en réponse non seulement à des attentes au niveau européen, portées par Euralarm, mais aussi des attentes de vous tous, notamment vous exploitants. Et nous avons réussi donc à concilier les évolutions portées par l'Europe avec aussi le marché français et la manière dont nous gérons, nous, en France, la sécurité incendie et plus particulièrement les systèmes de sécurité incendie. Donc, cette matinée sera l'objet d'une présentation un petit peu détaillée en espérant qu'elle puisse vous apporter beaucoup d'éléments de réponse. Comme vous pouvez le constater, cette matinée sera constituée en trois parties. Première partie, naturellement, de présenter les trois structures qui portent cette présentation, à savoir Euralarm, c'est Julie qui fera la présentation, votre serviteur pour la FFMI, et Franck Lorgerie, président du GESI pour le GESI. Seconde partie, et il y aura donc une présentation de l'origine européenne des services à distance. Et en troisième partie, cela se déclinera en application pour nous dans le cadre de notre SSI français. Ces parties thématiques et technologiques et normatives seront présentées par Vincent Chevalier et par Franck Lorgerie. Voilà. Je laisse la parole à Julie pour la présentation de Roland. Je vous retrouve pour la FFMI. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Tout d'abord à tous, au nom d'Euralarm, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire. C'est toujours un plaisir de collaborer avec nos adhérents pour partager les connaissances et les avancées réalisées. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Euralarm est une association européenne qui représente l'industrie de la sécurité incendie et de la sûreté. Nos adhérents comprennent des associations nationales relatives aux différents secteurs, des entreprises fabricantes et également des organismes de recherche et de formation. En tant qu'association, Euralarm fournit des services d'orientation et d'expertise à ses adhérents, bien entendu, mais également à l'industrie, au marché, aux décideurs politiques et aux organismes de normalisation. Par leurs activités, nos membres rendent la société plus sûre et sécurisée grâce à divers produits, divers services, incluant les systèmes et services de prévention, de détection et d'extinction des incendies, de détection d'intrusion, de contrôle d'accès, surveillance vidéo, transmission d'alarmes et centres de télésurveillance. Comme vous pouvez le voir sur la diapo, nos membres représentent un marché de 67 milliards d'euros et emploient environ 700 000 personnes. On estime que le marché augmentera d'environ 11% d'ici à 2025. Donc, nous représentons une industrie relativement importante. La structure de travail d'Euralarm s'organise autour de 4 comités en collaboration avec le conseil d'administration qui est le gardien de la stratégie d'Euralarm. Et chaque comité se penche sur les problématiques propres à leur secteur, c'est-à-dire la protection incendie, l'extinction, la sûreté et les services. Plus particulièrement, la section services d'Euralarm, puisqu'il s'agit ici d'un webinaire lié aux services à distance. La section a contribué de manière proactive et avec succès à l'élaboration de normes et d'orientation en matière de services, grâce au travail acharné de nos adhérents volontaires qui participent aux divers comités. Le travail s'est concentré sur les services pour les systèmes de protection incendie et de sûreté, en particulier sur les services à distance dont il est question aujourd'hui. En ce qui concerne la digitalisation, la section suit également de près les évolutions
question au niveau européen de la cybersécurité, de la réglementation sur la protection des données, ainsi que l'intelligence artificielle et tout ce qui touche de près ou de loin à notre secteur. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci Julie. Alors, la FFMI, même si vous êtes, je crois, très très nombreux à bien la connaître, en quelques mots, c'est donc la Fédération française des métiers de l'incendie, qui a plus de 60 ans d'existence, puisque fondée en 1961, qui elle-même est en fait issue des premières structurations professionnelles qui remontent au début des années 30. Pour la petite histoire, il s'agit du monde de l'extincteur. Pendant très longtemps, la FFMI a été la Fédération française du matériel incendie, mais comme beaucoup de secteurs professionnels, les structurations professionnelles se sont d'abord traduites au niveau des produits, dans la dimension industrielle. Les parties services se sont structurées dans un second temps. Et nous avons souhaité, il y a une dizaine d'années, être le reflet de cette évolution en justement faisant évoluer notre M de matériel en métier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la FFMI regroupe l'immense majorité des acteurs de la sécurité incendie, moitié dans une dimension industrielle, moitié dans une dimension de service, au travers de 11 syndicats qui chacun représente un ou plusieurs métiers. Cet ensemble représente environ 300 entreprises, profils très variés, hein, puisque nous avons notre adhérent, entre guillemets, de taille la plus humaine possible. Bah, en fait, il est seul, c'est un vérificateur d'extincteurs qui travaille dans le Beaujolais. Après, nous avons beaucoup de PME, quelques belles ETI et puis des filiales de grands groupes internationaux. Tout cet ensemble représente environ 3 milliards d'euros d'activité pour 25 000 emplois. D'un point de vue plus contribution professionnelle, nous avons environ une centaine d'experts qui œuvrent en normalisation, que ce soit au niveau français, vous êtes nombreux à en faire partie ou les connaître, mais au niveau européen et y compris au niveau de l'ISO. Ces experts aussi, pour certains d'entre eux, contribuent aussi à l'évolution de la réglementation en France, qu'elle soit portée par la sphère publique ou par la sphère privée. Ça représente un volume de réunions assez conséquent et nous contribuons notamment à une douzaine de commissions de normalisation françaises, également des comités de marque, que ce soit côté ENF ou côté APSAD. Et nous avons d'ailleurs la présidence de plusieurs commissions de normalisation. Pardon. Donc la FFMI, comme il est précisé, le lien avec Euralarm, puisque la structuration française est différente de la structuration européenne. Nous, elle se fait vraiment par le rouge incendie. Au niveau européen, il y a une approche aussi technologique. Nous adhérons donc aux différentes sections d'Euralarm que sont la partie feu, extinction et services. Sur la diapositive suivante, vous pourrez voir l'ensemble des syndicats qui constituent la FFMI. Et comme je vous le disais, nous regroupons l'immense majorité des acteurs des métiers de la sécurité incendie. 2 tiers œuvrent dans la première ligne de défense, c'est-à-dire toutes les dispositions qui peuvent être mises en œuvre pour éviter qu'un incendie puisse survenir, et ou en limiter l'évolution et les conséquences, et si besoin est, la seconde ligne de défense, donc tout ça c'était le monde bâtimentaire, la seconde ligne de défense qui est le monde de l'intervention, notamment porté par l'univers des sapeurs-pompiers, et principalement représenté par l'un des syndicats qui est le plus connu et visible lors du congrès des sapeurs-pompiers, qui est le GIVMI, où l'on retrouve notamment les fameux véhicules des pompiers. Voilà. Je passe maintenant la parole à Vincent et Franck. Pour la partie, cette fois, thématique, nous allons en rentrer réellement, plus précisément, dans le GESI et ensuite les services à distance. Merci pour votre attention. Merci, bonjour à tous et bienvenue. Donc là, vous avez une vue d'ensemble des adhérents du GESI. Donc en fait, le GESI, comme Régis vient de l'exprimer, est l'un des syndicats de la FFMI et particulièrement le GESI regroupe les constructeurs, installateurs, mainteneurs, reconditionneurs et démanteleurs pour les détecteurs ioniques, hein, et aussi
voilà, donc différentes entreprises qui sont soit purement des constructeurs, soit des constructeurs installateurs, soit purement des installateurs. Vous avez aussi, comme vous voyez, des entreprises de détecteurs pour l'habitation, appelées communément les DAF. Donc voilà, donc le GESI en fait couvre tout ce qui est la partie détection électronique et on va dire le pilotage via ce fameux CMSI français des dispositifs actionnés de sécurité. Donc les dispositifs actionnés de sécurité sont dans un autre syndicat de la FFMI qui s'appelle le GIF. Diapo suivante, Martine. Donc voilà, donc le GISI se compose d'une assemblée plénière où des représentants de chaque entreprise sont là et nous avons des différents groupes de travaux qui nous permettent de travailler sur des thématiques précises. Vous voyez par exemple le groupe de travail service à distance qui nous a permis de suivre le travail de la norme européenne et puis aussi de suivre les travaux français. Comment on va le voir après, il y a eu l'obligation d'appliquer cette norme en France. Et puis bah, voilà, on a le GT Communication qui a travaillé pour ce webinaire, le GT Service qui est animé par Vincent, donc qui traite de tout ce qui est la partie service, suivi des normes d'installation, des normes de maintenance, le GT Produit qui suit toute la partie produits, les normes produits et puis notamment toutes les évolutions européennes, réglementaires qui sont en train d'arriver avec la révision du règlement de produits de construction, mais qui peut être aussi tout ce qui est la partie cyber. Alors vous voyez, on a aussi le GT cyber, on a le GT BIM. Voilà, de plus en plus, on a de différents GT qui nous permettent de suivre, puisque aujourd'hui, pour un système de détection incendie, il ne suffit plus que de savoir détecter de la fumée, mais il y a tout un écosystème autour, comme par exemple, vous avez le GT Environnement qui a travaillé énormément sur les fiches environnementales, voilà, pour être conforme dans le programme PEP Eco Passport. Je vous propose d'aller dans le sujet. Diapo suivante, Martine. Voilà, donc là, on va passer un petit peu de temps ensemble donc, pour voir d'où viennent ces exigences. Comme vous voyez, les services à distance viennent d'une norme européenne qui s'appelle l'EN 50710. Donc Vincent vous présentera dans la partie 3 comment cette norme est appelée dans la réglementation, dans la normalisation française. Mais malgré tout, il faut connaître toute cette partie norme européenne parce que la réglementation française ou la norme française ne peut pas contredire ce qu'il y a dans la norme européenne. Elle va préciser les cas d'application, mais en tout cas, elle ne peut pas contredire. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Vous savez que dans notre métier, on aime bien les acronymes. On a le CS, le CMSI, la DAI. Et vous allez voir, avec les services à distance, il y a un tas d'acronymes qui arrivent. Et ben, l'objectif, il va être de vous présenter ces acronymes, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que demande la norme européenne. Et Vincent vous présentera après comment ceci s'applique dans notre réglementation française. Diapo suivante. Alors, le service à distance, qu'est-ce que c'est? En fait, l'objectif du service à distance, c'est vraiment, aujourd'hui, vous aviez un technicien qui venait chez un client et qui travaillait, alors voilà, on a mis une image de CS et de CMSI, qui se connectait en local sur le CS et le CMSI. La réflexion a vraiment été de, de comment on peut faire le même travail à distance. Donc, voilà les 3 premiers termes qu'on va retrouver régulièrement, que je vous parlais. Il y a le SPIS, le RAI et le RSP. Donc, vous avez compris, le SPIS, c'est le système qui sera connecté à distance. Le RAI, ça va être, on va le voir après, tout ce qui va permettre de faire la connexion entre le matériel connecté et comment dire, le technicien qui, lui, sera à distance, qui est le RSP. Donc voilà, donc l'objectif, la nouveauté, c'est je travaille sur des centrales comme si j'étais en local, mais sauf que je vais utiliser un tas d'équipements pour être à distance et faire les mêmes actions. Donc en fait, cette norme européenne, elle est pour 2 applications, comme vous l'avez vu tout à l'heure, parce que la section service de Ralarm travaille aussi bien pour la protection incendie
que pour la sûreté et l'extinction. Donc en fait, cette norme a été conçue pour la protection incendie et la sûreté. On va voir, il y a des volets dans la norme qui permettent de traiter ces deux types de produits, enfin ces deux types de solutions. Et puis surtout dans la norme, on va trouver euh, la définition de comment le faire. Donc on va voir les exigences de service et des interactions avec le client, puisque l'objectif de la norme, c'est que cette connexion à distance, en gros, soit transparente comme si elle était en local. C'est-à-dire que le service rendu au client soit exactement le même et que le client, donc le gros retour qu'il y a eu lors des discussions, c'est que quand vous allez chez un client, il vous donne l'autorisation de venir travailler sur ses produits, sur ses équipements, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils lui appartiennent. Et bien là, on va avoir le même principe, vous allez voir, on va demander, pas en local, quand on se présente à l'accueil, mais à distance. Alors, il y a plusieurs moyens possibles. J'ai le droit et je vous informe que je suis connecté sur votre centrale et que je travaille dessus. Donc, l'objectif, vous avez compris, de cette norme, c'est de rendre un service ou une sécurité de service identique à si on faisait une connexion en local. Alors, je vous rappelle, donc, n'hésitez pas, vous êtes assez nombreux à être connectés. Donc, ce que je vous propose, c'est que de mettre toutes vos questions dans le chat. Si on a le temps, sur la fin, on essaiera de répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et on s'engage à vous répondre, si on n'a pas le temps, ultérieurement, à toutes vos questions. Donc, le but, c'est vraiment qu'il y ait un petit échange interactif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toute la présentation et après, s'il nous reste du temps, on reviendra sur vos questions. Diapo suivante, Martine, s'il vous plaît. Donc, voilà, d'où vient cette norme? C'est important. Donc, vous savez, en France, en Europe, il y a 2 organismes de normalisation. Un qui s'appelle le CEN et l'autre le Sénélec. Alors, le Sénélec est plus d'origine pour les normes électriques et le CEN, on va dire, tout le restant. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que cette norme a été conçue par les 2 organismes européens. Donc voilà, c'était un comité technique qui regroupait des experts des 2 entités. Donc c'est vraiment un gros travail européen qui permet d'avoir un consensus aussi bien sur le feu que sur la sûreté. Donc voilà l'objectif, la feuille de route qui a été donnée à ce groupe de travail lors de la création, c'était d'avoir accès aux équipements à distance comme si le technicien était devant la centrale. Sous-entendu, très important en dessous, vous le trouverez dans le début de la norme, les services à distance ouvrent une connexion à distance. Donc la connexion à distance, vous pouvez très bien être sur le site comme hors du site. C'est-à-dire que dès que vous n'êtes pas connecté directement à l'équipement, vous utilisez une connexion, on va dire, radio, etc., et ben, vous êtes vu comme une connexion à distance. On le verra, ça c'est dans le domaine d'application et on reviendra plus en détail. Les services à distance, ce n'est pas de la télésurveillance. C'est déjà traité dans d'autres normes, une série de normes qui est les EN 536. Hein, c'est là-dedans que vous trouvez les exigences, par exemple, pour les transmetteurs téléphoniques. Donc, les services à distance, je rappelle bien, c'est pour un technicien, comme s'il faisait des actions sur une centrale. Ce n'est pas de la télésurveillance. La télésurveillance rentre dans le cadre de l'exploitation. Ce n'est pas donc, en logique, des équipements, les services à distance, faits pour faire de l'exploitation. L'exploitation est de la responsabilité de la réglementation locale. Pourquoi? Parce que d'un point de vue Europe, l'exploitation n'est pas identique en France, en Allemagne, en Belgique ou en Angleterre. Donc l'exploitation, elle est définie par des règles locales. Par exemple, nous en France, on va avoir dans les ERP les fameuses exigences sur les SIAP, etc. Donc les services à distance, ce n'est que pour des sociétés qui interviennent sur les équipements, ce n'est pas pour les sociétés qui font de l'exploitation ou le chef d'établissement. Alors, les services à distance aussi, ce n'est pas de la télémaintenance. Alors, il y a une norme européenne que vous voyez à l'écran qui est citée, qui est la 13306.
Donc, je ne dépanne pas à distance physiquement la centrale. C'est plutôt ce qu'on appelle de la maintenance en ligne. C'est-à-dire que je vais aller checker comme si j'étais sur place la centrale, qu'est-ce qu'elle a, je vais chercher, faire l'analyse. Mais par exemple, ce n'est pas de la télémaintenance, je ne vais pas changer une carte à distance. Le service à distance, c'est pas ça. Donc c'est vraiment, je discute avec la centrale, j'analyse la centrale, je regarde ce qui se passe dans la centrale, mais je ne fais pas de la télémaintenance. Diapo suivant. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, vous trouvez ici la définition hein, qui est dans la norme 50710. Donc, tout service pour client d'un système de protection incendie et ou de sûreté effectué via une connexion à distance. Donc, vous voyez bien, hein, c'est pour les deux types d'applications, incendie ou sûreté, et effectué non en local, donc à distance. Donc, il y a un truc important, c'est que la norme est structurée en deux parties, qui est le chapitre 4. Donc, comme vous voyez, hein, le titre, exigence générale, donc ça concerne aussi bien les équipements de sûreté et d'incendie, comment on doit procéder à service à distance pour des équipements de sûreté et d'incendie. Et après, ce qui est très important, c'est dans le chapitre 5, vous allez avoir des exigences particulières par type d'application. Donc, par exemple, le 5.1, ça va être purement pour le SDI. Le 5.2, c'est le Rosport Sprinkler et le DECT. Le 5.3, c'est tout ce qui est DNSC, donc la partie, c'est pour ça que j'ai marqué entre parenthèses, la partie désenfumage du CMSI. Le 5.4, c'est des ECSAV, hein, ce qu'on retrouve chez nous pour les SSS. Le 5.11, c'est les management systems. Donc, en fait, ce qu'on appelle vulgairement, excusez-moi, c'est pas le bon terme, la dénomination, l'acronyme UAE, Unité d'aide à l'exploitation. Et vous allez retrouver après des applications pour la sûreté. Donc, le 5.5, tout ce qui va concerner les exigences pour l'intrusion. Le 5.6 pour la vidéosurveillance. Le 5.7 pour le contrôle d'accès. Le 5.8 pour tout ce qui est la sécurité périmétrique et 5.9 qui est un autre point particulier de la partie sûreté, qui sont les alarmes sociales. Donc vous voyez bien que cette norme traite de toutes les applications que l'on peut trouver aujourd'hui au niveau normatif européen pour la protection incendie et la sûreté. Donc elle va définir cette norme, tout comment je peux faire des services à distance sur tous ces équipements que je trouve aujourd'hui avec des normes européennes. Slide suivant. Martine. Alors, là, on a voulu faire un petit peu de littérature. Donc, en fait, cette norme 50710, donc, elle a été publiée par la FNOR, où elle a été transcrite en NF en septembre 2021. Donc, elle est publiée sur le site de la FNOR et donc applicable. A fait appel à une norme 16763, c'est très important parce qu'elle est citée dedans. Et cette norme définit les niveaux et les connaissances que doivent avoir les gens pour réaliser les prestations. Aussi bien, vous voyez, cette norme est également à destination des prestations sur les systèmes de protection incendie et les systèmes de sûreté. Donc, c'est la norme NFEN 16763 qui date d'avril 2017. Et bien sûr, Vincent vous l'expliquera dans la partie numéro 3, comment la norme 5710 est appelée par l'amendement 2 de la 933 qui a été publié en février 2024. Voilà, donc voilà les textes qui sont importants à connaître pour se familiariser ou pouvoir appliquer les services à distance. Diapo suivante. Martine. Voilà, donc là, on rentre dans les acronymes, comme je vous l'ai dit. Donc, on aime bien tous de tous ces acronymes. Et vous avez vu tout à l'heure la simplification. Donc, voilà le fameux RAI, donc, qui englobe trois acronymes qui sont importants, qui s'appellent le RAE, le RAS et le RAC. Donc, en fait, le RAS, vous avez compris que ça va être tout ce qui est la structure
qui permet de faire, comment dire, dans le monde cloud, le passage, etc. Ça va être les serveurs d'hébergement pour ces applications de services à distance, le stockage des données, etc. et tout. Le RAE, lui, ça va être la partie qui va assurer la liaison entre ce web serveur et le SPIC. Donc le SPIC, vous avez compris, hein, le SPIC, ça peut être en France un ECS, ça peut être une centrale intrusion, ça peut être un contrôle d'accès, ça peut être un DECT, ça peut être... Voilà. Le SPIC, voilà les équipements. Et ces équipements, bien sûr, sont chez le client. Et c'est là qu'on va voir si on fait, on verra après, que récupérer de la data, si on fait que de la commande dessus, ou si on fait aussi de l'écriture de données dans le SPIC. Et comme je vous l'ai expliqué, hein, le RSP, il peut très bien être sur site, comme il peut être hors site. Donc par exemple, sur site, je peux très bien avoir une application, mais vous voyez, je ne suis pas connecté en direct sur le SPIC, mais je vais utiliser l'application. Donc, en fait, je vais beau être sur site, mais c'est comme si je faisais une connexion à distance, puisque je vais utiliser les services web ou les portails pour les stocker ou chercher de la data. Donc voilà, ce qui est important donc, à retenir, hein, c'est ce fameux SPIC, RAI et RSP. Et vous avez compris que dans le RAI, il y a des sous-systèmes et voilà, qui définissent. Donc voilà les nouveaux termes de service à distance. Le choix qui a été fait, c'est de garder exactement les mêmes termes que dans la norme d'origine, la norme de référence anglaise. Vous le voyez dans ce diapo, hein, le RAI veut dire Remote Access Infrastructure. Alors pourquoi ce choix? Parce que parfois on avait tendance à faire des traductions, et ce qui fait que quand on rediscute côté Europe ou si jamais il y a des évolutions, à la fin on est complètement perdu, même si, vous voyez, on fait la conférence en français et on respecte la loi Tchak Toubon. Voilà, donc il a été choisi par des commodités ou des facilités de garder les acronymes anglais et de les expliquer en français. Donc, vous voyez là le RAS. Donc, en fait, ce qui est important à retenir, hein, ce qui est écrit, hein, l'équation, hein, le RAI, c'est un RAE plus un RAS plus un RAC. Voilà. Et donc, en dessous, vous avez l'explication. Qu'est-ce qu'un RAS? Qu'est-ce qu'un RAC? Qu'est-ce qu'un RAE? Donc, vous voyez bien, le RAS, c'est logiciel immatériel pour utiliser la connexion à distance entre le SPIC et les utilisateurs. Voilà. Et le RAC, c'est la partie, on va dire, côté mainteneur ou côté fournisseur. On va parler de fournisseur d'accès à distance. Slide suivant, Martine. Je vois pas de questions arriver. Mon explication doit être super claire, j'espère. Ce slide. Alors, on va rentrer. Merci. J'ai vu un pouce se lever. Là, on va rentrer dans les exigences communes. Donc, vous vous rappelez, on est dans le chapitre 4. Donc, tout ce qu'on va voir ici dans le chapitre 4 s'applique aussi bien à la protection incendie qu'à la sûreté. Ce que j'ai voulu mettre en bleu à côté, c'est pour vous dire que, par exemple, le 4.2, ça va être en fait focalisé, qu'est-ce qu'on va trouver dans le contrat. Quand le titre, on a accord, responsabilité, c'est un petit peu dans le même principe que l'on a déjà dans la 933. Vincent vous le représentera plus en détail tout à l'heure. Voilà, s'il y a service à distance, qu'est-ce que je dois me mettre d'accord avec mon client? Qu'est-ce que je dois trouver dedans? Là, on va voir le 4.3, c'est les exigences sur le RAI. Forcément, quand on parle de RAI, ça veut dire derrière, il y a le RAE, le RAS et le RAC. Le 4.4, on va voir les exigences plus particulières sur le RAE. Et le 4.5, plus les exigences particulières sur le RAC. D'ailleurs, attention, quand on dit en droit distant, c'est service à distance, ça concerne aussi bien sur site que hors site. Et puis, le 4.6, lui, il parle de lui-même.
Et en fait, le plus important, on va voir le 4.7 qui introduit 3 notions. Alors, ce qu'on appelle lecture, commande, écriture, on va le voir, c'est vraiment ces 3 parties qui sont la nouveauté et pourquoi, on le verra après. Du coup, on a été obligé de, côté incendie, de faire, côté SSI particulièrement, de faire évoluer la 933 parce que voilà, cette norme avait traité déjà de certaines choses et on a été obligé de mettre à jour. Slide suivant. Alors, on passe dans le 4.2, hein, je vous rappelle, le 4.2, donc c'est vraiment pour définir entre le fournisseur de services à distance et le client. C'est en fait une sorte de checklist, hein, on va dire, de bon père de famille, de bon sens, pour rappeler tout ce qu'on doit faire. Voilà, le faire avant de lancer ou de faire des services à distance. Donc, c'est vraiment, comme je viens de le dire, du bon sens. C'est voilà, regarder les exigences de l'assureur du client qui soit bien OK, de la police. Alors, je vous rappelle, attention, hein, c'est une norme européenne, donc c'est des objectifs européens. Donc certains objectifs peuvent nous paraître idiots pour la France ou non applicables. C'est une norme européenne. Donc c'est pour ça que Vincent tout à l'heure va vous présenter comment c'est plus adapté, comment c'est mieux par rapport à notre système français. Donc, comment sont réalisées les sessions? Donc voilà, comment je me connecte. Est-ce que vous voulez une approbation par bouton, par flash, par machin, par mail, etc. Il y a des exigences aussi sur le stockage des données. Où sont stockées les données, comment sont stockées les données, etc. Donc là, je vous ai mis des phrases synthétiques, mais vous verrez, il y a beaucoup plus de détails dans ce chapitre 4.2 et on ne pouvait pas se permettre, durant ce webinaire, d'aller dans le détail total. Par exemple, il est demandé aussi l'entité juridique du RAS. Voilà. Et puis, il est demandé, par exemple, aussi si le RSP, le fournisseur d'accès service à distance, délègue certaines fonctionnalités. En gros, c'est une notion de sous-traitance. Donc là, vous voyez, et puis j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a plein de choses. Donc, dans ce 4.2, c'est tout ce qu'il faut définir avec le client avant de faire un service à distance. Donc vous voyez, hein, c'est que du bon sens, il n'y a rien de compliqué, et ça rejoint ce que je vous disais au début. L'objectif est de penser à tout comme quand on a une connexion en local. Et voilà, qu'il n'y ait pas de surprise. Slide suivant. Alors, les exigences de sécurité de la RAI. Donc, en fait, il est demandé certaines choses. Donc, vous allez voir, c'est que là, c'est pareil, c'est une synthèse. Donc, en fait, vous vous rappelez le RAI, c'est le système global avec la connexion chez le client et la connexion avec les équipements chez le fournisseur d'accès à distance. Donc en fait, le truc principal, hein, c'est l'authentification, l'autorisation. Donc on va le voir, l'échange avec le client, le chiffrement, la protection de substitution, et puis le journal des événements et la traçabilité. On va le revoir après. Donc ça, c'est les objectifs qui sont donnés. Et donc en fait, Vincent vous présentera tout à l'heure comment on a appliqué ça en France, puisque l'objectif n'a pas été de tout recréer, mais d'utiliser déjà les termes ou déjà les fonctions qui existent dans la 933. Et on va vous dire que en utilisant ceci, ça permet de répondre à la norme européenne. Donc là, le dernier point, les liaisons de communication entre le RAC, le RAS, et puis le RAS et le RAE, et le SPICE, doivent exiger une authentification avant d'exécuter les fonctions à distance. Donc vous voyez, c'est la logique, c'est qu'il doit y avoir des mesures de sécurité et que ça ne doit pas être fait n'importe comment. Et là, on va le voir, on ne
on ne traite pas de cyber, c'est volontaire. Les cyber est traité dans d'autres textes. L'accès au rack, vous vous rappelez le rack où c'est? Le rack, comment dire, c'est le technicien qui permet d'aller voir à distance sur la centrale. Donc voilà, donc en fait, on va demander que la personne autorisée soit clairement identifiée et soit compétent. Voilà, cette autorisation doit identifier la personne autorisée ou le système automatisé qui exécute le service à distance. Sous-entendu, je dois savoir, moi, en tant que client, qui va venir se connecter chez moi. La traçabilité, bah, c'est un petit peu le problème c'est la logique. En fait, c'est pas le problème, c'est plutôt la logique. C'est-à-dire que quand on va chez le client, bah, avant, on se présentait à l'accueil, on s'enregistrait, etc. Et puis, on faisait signer en repartant un bon d'intervention. Bah là, la logique, c'est aussi justement de garder la traçabilité, de dire quand est-ce qu'on s'est connecté, quand est-ce qu'on s'est déconnecté, quel était l'utilisateur qui a fait, quelles opérations. Et encore, ça, c'est toujours du bon sens. C'est aussi bien pour l'entreprise qui va faire le service à distance que pour l'utilisateur, le client qui accepte d'avoir des services à distance et de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été fait sur mon matériel. Donc je me répète, je crois que c'est peut-être pas la 10e fois que je le dis, mais voilà, c'est toujours dans la logique de bon sens. Slide suivant, Martine. Voilà l'équipement le plus important. Donc, comme le montre le schéma, hein, le SPICE peut se trouver un peu partout, hein, aussi bien dans des applications industrielles que dans des applications d'immeubles. Donc, en fait, le SPICE, bah, clairement, on est, euh, on est chez le client. Voilà, et donc le SPICE va être connecté au RAS, et donc en fait, ça va être demandé que le SPICE, toujours, c'est pas parce que dans le service à distance, qu'il soit installé et, comment dire, j'allais dire maintenu, suivant les règles locales ou européennes. Donc, quand il n'y a pas d'exigence d'installation ou de maintenance locale, on peut utiliser celle nationale. Donc, par exemple, nous, en France, on a tous nos textes locaux, hein, qui viennent soit de l'APSAD ou soit de l'AFNOR. Et puis, voilà, c'est ici qu'il est demandé une exigence d'approbation de la connexion par le client. Donc, vous verrez dans la norme, alors là, c'est une synthèse, qu'il y a différentes possibilités, mais ce n'est pas parce que j'ai signé un contrat que ça me donne le droit de me connecter. Donc en fait, ce qui est bien demandé, il y a le contrat et je dois avoir l'accord du client quand je viens intervenir dessus. Comme si j'avais un contrat de maintenance avec mon client, et quand je me présente chez mon client, il me donne bien l'accord pour aller accéder à la centrale, qui, je vous rappelle, normalement doit être d'accès minimum 1, et voilà, qui n'est pas accès au grand public, et je peux faire des interventions dessus. Diapo suivante. Donc là, on est plutôt dans les exigences, vous vous rappelez, on déroule, hein. On est dans les exigences d'organisation de l'endroit distant, donc c'est bien ce que je vous ai dit, hein. La norme traite aussi bien des accès à distance sur site comme hors site. Donc voilà le petit schéma, hein, où on trouvera régulièrement la tablette ou le smartphone, mais comme la connexion n'est pas directe avec la centrale, qu'elle repasse par un web, etc., donc on est comme dans un service à distance. Et bien sûr, bon voilà, la seule simplification, c'est que quand vous êtes sur site, vous vous présentez à l'accueil et vous avez l'autorisation de travailler, d'accéder. La différence de hors site, il faut avoir l'accord à distance du client.
mais vous utilisez le web, etc. Donc, c'est vu comme un service à distance. Et là, je peux vous dire qu'au niveau groupe de travail européen, il y a eu de longues discussions. Donc, seul du personnel autorisé Horace peut utiliser ces applications, sous-entendu qu'il est formé. Les niveaux d'accès dans les normes doivent être respectés. Alors, sous-entendu, vous vous rappelez, hein, nous avons les niveaux d'accès 1, les niveaux d'accès 2, les niveaux d'accès 3. Donc, en fait, si je suis sur un système, quand je vais me connecter à la centrale, si je vais faire des choses au niveau 2, bah, je dois avoir mon mot de passe niveau 2. Si je devais au niveau 3, je dois avoir mon mot de passe niveau 3. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis là sur ma tablette que du coup, ça me donne accès à tous les niveaux. Je dois taper des niveaux d'accès comme si j'étais devant la centrale. Vous vous rappelez, au début, c'est le même principe, la même philosophie. Je tape comme si j'étais devant la centrale. L'autre point, là, c'est plus pour la protection d'informations. Donc, les personnes non autorisées qui n'utilisent pas, qui ne sont pas RSP hein, sur la tablette ou sur le PC à distance, bah, sous-entendu, ne doivent pas avoir les informations affichées. Donc, par exemple, quand on va être hors site, on va privilégier que les gens, l'idéal serait par exemple dans un endroit sous contrôle d'accès. C'est-à-dire que toute personne dans l'entreprise ne peut pas aller voir ce qui se passe sur l'ordinateur de connexion à distance. Et puis de même, quand on est sur site, on est sur la tablette, bah, j'essaie que Madame Michu ne puisse pas voir ce qui se passe, que je suis en train de faire sur la tablette, sur le système. Voilà, donc c'est une sorte de protection des informations. Et puis, très important, le dernier point, on l'a vu tout au début, il faut bien se rappeler qu'au chapitre 5, attention, il y a des exigences propres à chaque système. C'est-à-dire que des, des possibilités qui seront vraies sur la détection incendie ne le sont pas vraies forcément sur un système d'intrusion ou sur un système de contrôle d'accès. On va voir les trois fonctions écriture, comment dire, lecture, commande, écriture. Les droits d'accès ou les possibilités de faire ne sont pas les mêmes pour tous les systèmes. Donc ça, pourquoi? Parce que c'est issu des normes produits que l'on a déjà sur les systèmes et donc il y a des choses à bien tenir en compte et donc le chapitre 5 est très important. Diapo suivante. Alors, ça, c'est purement pour définir quand je vais faire un service à distance. Donc là, on suppose ce qu'on a vu avant, j'ai mon contrat, tout va bien avec mon client. Qu'est-ce que je dois faire quand je vais faire une action de service à distance. Donc, si on résume, dans la norme, c'est pareil, j'ai essayé de faire une synthèse. En fait, on va avoir trois sessions, enfin, trois étapes. Avant, pendant, après. Donc, après, c'est par contre, c'est pas après que j'arrête ma connexion. C'est après que j'ai fait mon action de service à distance. Et c'est pour ça que j'ai écrit en rouge. C'est bien avant ma coupure de session. Donc, avant, il est demandé de vérifier qu'il n'y a pas d'alarme. Donc, si le système intrusion est en alarme, ou vidéosurveillance, ou la détection incendie, ou le DECT, eh ben, je ne peux pas faire de service à distance. Il est demandé, comme on l'a aujourd'hui, hein, avant d'intervenir, si le système est bien opérationnel. C'est-à-dire que s'il n'est pas, comment dire, en dérangement, etc. Et puis aussi, avant de faire une session, d'avoir l'autorisation du client. Parce que si je fais des commandes dessus ou de l'écriture, on veut être sûr que le client soit bien d'accord. Parce il peut très bien avoir fait la demande, mais ce jour-ci, il ne soit pas prêt ou pour des raisons XY, des raisons d'exploitation, il n'est pas en vie.
L'autre point qui est important, c'est pendant une session, il peut arriver que, ben voilà, il y a un dérangement, je sais pas, un point est en dérangement, il nous demande de regarder, et puis au final, ce dérangement est plus important que prévu, et vous vous rappelez, on ne fait pas de la télémaintenance, donc en fait, ce qui est demandé, c'est que si le défaut est non corrigeable, c'est toujours du bon sens, hein, vous allez me dire, c'est de le notifier au client et mettre les dispositions en place. Donc, sous-entendu, ça peut être mise en place d'un devis, etc. Voilà, donc on va le voir après. De toute façon, tout le détail est dans la partie 3 avec Vincent. Je vous rappelle, là, on est sur la norme européenne, c'est de l'objectif, et c'est à chaque État membre, après, de préciser comment ça doit être fait dans chaque État. L'arrivée d'une alarme, ça te parle de bon sens, hein. S'il y a une alarme qui arrive, une alarme sûreté ou une alarme feu, eh ben, c'est l'arrêt immédiat du service à distance. Et après une action sur un service à distance, ben voilà, bien sûr, hein, c'est bien de vérifier que le système est toujours opérationnel et que l'action que l'on a faite ben, n'a pas engendré plus de défauts que prévu. Ou sinon, s'il a engendré un défaut, eh ben, c'est de le notifier au client et très vite de mettre les dispositions en place pour solder le problème. OK? Diapo suivante. Alors, les exigences pour les fonctions à distance. Donc, nous arrivons au dernier chapitre du paragraphe 4 et qui est très important. Donc, vous avez la lecture. Alors, je vous ai remis les termes en anglais, hein. Read, control, write, c'est les termes qui étaient utilisés dans la norme européenne. On les a quand même traduits. Donc, la lecture, bah, vous avez compris, hein, c'est de l'échange de données unidirectionnel. Le SPIS, que ce soit un système de détection incendie ou une alarme, une centrale intrusion ou de la vidéo, j'envoie de la data dans le RAI. Et après, cette data dans le RAI peut être exploitée. La commande et l'écriture, ce qui est beaucoup plus nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on va dire même dans tous les pays d'Europe, c'est vraiment la nouveauté, parce qu'on parlait surtout jusque-là de lecture. La commande, alors c'est le mot contrôle. Bah, vous savez, par exemple, pour la centrale incendie, on dit équipement de contrôle et de signalisation. Donc contrôle, ça veut dire que je vais taper des commandes sur la centrale. Donc soit des commandes qui sont d'accès niveau 2, soit des commandes qui sont d'accès niveau 3. Donc c'est vraiment des échanges bidirectionnels, c'est-à-dire qu'à partir du RAI, comme si j'étais en local, je vais aller faire des commandes sur la centrale. L'écriture, ça va beaucoup plus loin. L'écriture, c'est que je vais aller changer des données dans la centrale incendie ou centrale intrusion ou vidéosurveillance. Donc par exemple, l'écriture, ça peut être quelque chose de simple, comme le changement d'un libellé ou d'un nom de dérangement ou d'alarme, etc. Comme ça peut aller jusqu'au téléchargement ou à la préparation d'une nouvelle version logicielle. Attention, je dis bien téléchargement, préparation. C'est là où c'est important de regarder au point numéro 5, parce que quand il s'agit de basculer sur une nouvelle version logicielle, il y a des exigences particulières, système par système. Et c'est là que c'est important de bien regarder, et je me répète, quelque chose qui peut être vrai pour un système incendie ne sera pas forcément vrai pour un système intrusion, et vice-versa. Donc il faut bien connaître les possibilités du chapitre 5, système par système. OK? Diapo suivante, Martine. Donc, là, je viens de vous le dire, je viens d'insister lourdement. Il ne suffit pas de se contenter du chapitre 4. Il faut bien regarder chapitre 5, système par système. Qu'est-ce qui est possible en lecture? Qu'est-ce qui est possible en commande? Qu'est-ce qui est possible en écriture?
et je vous conseille vraiment de le regarder parce qu'il y a des choses qui sont vraiment différentes et qui ne sont pas forcément possibles d'un système à un autre. Slide suivant. Donc là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, la FFIMI, donc nous sommes, comme l'a dit Régis au début, les métiers de l'incendie. Donc la suite de la présentation, la 5710, tout ce que je viens de vous présenter jusqu'à ce slide, était vraiment pour la protection incendie et la sûreté. Là, maintenant, nous allons nous présenter le GESI, en plus, on est SSI, donc on va vraiment vous présenter la modification de la 933, on va dire l'évolution de la 933, pour prendre en compte cette norme européenne, comment ça s'est passé, comment l'AFNOR, le groupe de travail, la commission de normalisation d'AFNOR, a travaillé sur cette intégration. Hein. Donc cette intégration, elle n'a pas été faite par la FFIMI ou GESI, hein, elle a vraiment été faite dans le cadre de commissions de normalisation, donc avec des utilisateurs finaux, avec des pouvoirs publics, avec des constructeurs, des mainteneurs, etc. Donc tout le monde, il y a eu une enquête publique. Donc pourquoi en fait, par contre, la norme 933 était obligée d'être révisée? Parce que, la 5710 demandait que tous les textes nationaux qui parlent de services à distance devaient être modifiés avant le 26 juillet 2024. Et en plus, la 933, jusque-là, avait un chapitre 5.7 qui s'appelait télédiagnostic, qui est en fait la fonction lecture de la 5710. Mais sauf que la 5710 apporte beaucoup plus de précision, on vient de le voir ensemble, sur l'enregistrement, le suivi des données, etc., que ce qu'on avait jusque-là dans la 933. Donc c'est pour cette raison qu'elle a été révisée pour prendre en compte la norme européenne. Et donc, il y a eu une nouvelle version. En fait, ce n'est pas une version de la norme, c'est un amendement. Hein. L'amendement A2, qui a été publié en février 2024 et qui est applicable depuis le 25 juillet 2024 et qui traite justement de ces services à distance. Le chapitre est devenu au lieu de service à distance, au lieu de télédiagnostic. Et là, maintenant, je vais laisser la parole à Vincent et qui va vous montrer, qui va vous expliquer comment on peut utiliser cette norme 5710 dans la normalisation française, dans la réglementation française. Merci Franck. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous évoquer donc, le côté transcription en fait, de l'exigence européenne dans la norme nationale qui est la 933 nous concernant pour les systèmes de sécurité incendie. Comme vous l'avez bien compris, hein, on a eu dans la rédaction normative et au niveau des commissions AFNOR, on avait une attitude qui était celle de respecter le texte européen et de voir comment l'adapter. Et bien entendu, c'était surtout pas d'aller à l'encontre des exigences européennes. Donc c'est la raison pour laquelle cette première diapo a pour vocation de rappeler des exigences fondamentales sur le service à distance, notamment sur la partie optionnelle et contractuelle. Donc ça, c'est un point important que l'on a longuement débattu en commission AFNOR lorsque le service à distance est arrivé dans l'écriture. C'est que cette possibilité de mettre en place un service à distance n'est pas une obligation. Elle relève vraiment d'une option complémentaire à l'acte de maintenance. Ça doit être bien sûr contractualisé et si on a fait cette option avec l'exploitant, bien sûr, c'est de respecter les exigences que je vais vous présenter. Des points qui ont été également très bien présentés et rappelés par Franck et qui sont également fondamentaux parce que le service à distance a une limite, c'est la limite du métier de la maintenance. Donc, on ne peut mettre en place un service à distance que dans le cadre d'une maintenance préventive ou corrective. On ne peut pas le déployer dans d'autres situations au sens de la 933, voire de la norme européenne NFN 5710. Ça ne peut pas se substituer à de l'exploitation. Donc ça, ce sont aussi des sujets qui sont arrivés sur la table, c'est-à-dire que je prends un exemple quelconque, d'aller à distance lancer l'évacuation d'un établissement, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est entendable au sens de cette norme-là. On ne peut pas se substituer à distance à de l'exploitation. Et un des intérêts peut-être fondamental de ce service à distance, c'est-à-dire sa finalité, pourquoi il existe, c'est de pouvoir faciliter les opérations de maintenance.
Donc, comme l'a évoqué Franck, il a évoqué une norme qui est la EN 13306 qui définit le côté terminologique des actions de maintenance. Et là-dedans, on retrouve des choses comme, par exemple, la maintenance prédictive qui, à travers le service à distance, peut être mise en place, c'est-à-dire avoir des informations en amont qui vont permettre de préparer la mission de maintenance, peut-être de venir avec des équipements sur site. Lorsqu'on a préparé la mission, qu'on a vu en lisant les historiques qu'il y avait une problématique sur un équipement, et bien ça va permettre de faire gagner du temps en analyse et en intervention. Une limitation également d'usage, comme vous l'avez bien compris, au niveau de la norme européenne est générique au métier de l'incendie et de la sûreté, mais à travers notre batterie normative en France, notamment les normes de la série NFS 61931, on a une obligation, c'est d'avoir, lorsqu'on parle de SSI, une indépendance totale du métier du SSI, et donc l'application du service à distance sur le SSI devrait être limitée à l'application du SSI. Voilà pour cette première partie de rappel général. Diapo suivante, Martine. Merci. Ensuite, un sujet qui a été évoqué par Franck, c'est la notion de compétence. C'est-à-dire que là, vous avez bien compris qu'en dehors des acronymes qui sont un peu compliqués de prime abord, il y a toute une logique d'intervention, de compétences d'entreprise, de compétences de collaborateurs, de fiabilité de produits, etc. Et donc, ce que dit la norme européenne, pour sécuriser l'ensemble de cette chaîne, qui va du produit à la compétence, c'est qu'on doit avoir des prestataires de services à distance qui peuvent être reconnus dans leur expertise et avec des personnels compétents. Donc, typiquement, lorsque l'on parle du RAC, il doit être localisé chez le prestataire de services de maintenance. Ça, c'est un point qui est également important. Et également, on devra justifier des compétences et de la spécialisation dans le domaine de l'incendie. Ce qui fait que le personnel du service à distance qui va intervenir, donc comme ça a été expliqué par Franck, hein, quand on a le RSP, pour schématiser, qui est le technicien qui va travailler dans le cadre du service à distance, il peut être sur site ou hors site, mais quoi qu'il en soit, cette personne doit démontrer sa compétence à l'usage, des outils du service à distance, et bien sûr, des outils des produits sur lesquels il va devoir travailler. Et ce que précise également le texte européen, c'est que cette reconnaissance de compétences doit être attestée délivrée par une tierce partie. Ce qui veut dire que ce n'est pas, entre guillemets, hein, l'entrepreneur ou le chef d'établissement qui emploie le technicien de service à distance qui va proclamer compétent. Ça, c'est une chose qui est vraie à travers les plans de formation, plein de choses, mais il faut également qu'on ait une reconnaissance par tierce partie de la compétence du personnel, notamment le personnel qui est dans le RAC, sur sa spécialité dans le métier de l'incendie et sa capacité à pouvoir gérer le service à distance. Alors, nous avons fait le choix, lors de la préparation de la présentation, de mettre en évidence une certification de service, tout simplement parce que en France, et pour pouvoir appliquer notamment les exigences qui ont été évoquées tout à l'heure sur la NFN 763, qui est la norme service, qui, comme l'a précisé Franck, donne différents échelons ou différents niveaux de qualification du personnel, c'est quelque chose qui est vérifié aussi bien en termes de compétences de personnes qu'en termes de structuration et d'organisation d'entreprise à travers les certifications de service. Donc là, comme je vous l'ai expliqué la diapo juste avant, le métier du service à distance étant limité à l'action de maintenance, le fait de passer par une entreprise qui est certifiée ABSA 7 et dans le cadre du service à distance, hein, qui assure cette mission, permet à un exploitant qui ferait ce choix d'apporter un gage de qualité, de garantie sur cette exigence européenne, notamment la validation de la compétence par tierce partie. Voilà. Donc, dans cette exigence, notamment, on va bien sûr regarder la compétence du personnel, mais également toute la chaîne qui va avec, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir être assurée en responsabilité civile professionnelle, le fait d'avoir des enregistrements, d'avoir un système documenté, enfin voilà, quelque chose de sérieux qui est un gage de qualité sur l'application du service à distance. Next slide, Martine, please. Merci.
Ensuite, il y a un point important qui a également a été évoqué, c'est l'information du chef d'établissement. Franck a très bien imagé en expliquant qu'avant, quand on intervenait chez un client en maintenance, et bien on se présentait à l'accueil, on demandait l'autorisation, on signait un bon d'intervention, enfin voilà, on faisait pas mal de choses. Eh bien, pour le service à distance, la difficulté de l'exercice, c'est que c'est dématérialisé. C'est-à-dire qu'on va se connecter de manière électronique à un équipement physique. Pour autant, il faut que, le client soit informé, et deux, qu'il ait donné l'autorisation de cet accès. Donc, c'est pour ça que, au sens de la norme européenne, et donc bien sûr repris dans notre norme nationale NFS 6933 travers son amendement 2, la connexion à distance, donc sur le système de sécurité incendie, ne peut être autorisée qu'en respectant 3 critères principaux. Le premier critère, c'est d'avoir un accord formel du chef d'établissement pour démarrer le service à distance. Donc un accord formel, ça sous-entend d'avoir un document écrit, enfin écrit ou numérique ou papier, enfin qu'importe, mais ce n'est pas juste un coup de fil, quoi. Il faut avoir un mail, il faut avoir voilà, quelque chose qui dit moi, l'exploitant, je vous donne l'autorisation de pouvoir faire le travail. Tout simplement parce que, comme ça a été souligné aussi par Franck, on peut très bien imaginer qu'on programme une intervention de service à distance dans 3 jours, et entre-temps, il peut y avoir des choses qui se sont passées sur site. Et le jour où notre technicien ou qu'on ouvre le service à distance, il faut qu'on s'assure que le système est prêt à accueillir le service à distance. Typiquement, est-ce qu'on n'a pas un dérangement, une alarme ou quelque chose qui interdirait en fait l'ouverture de ce service? Donc, c'est la raison pour laquelle, avant d'ouvrir la session, il faut une autorisation. La condition d'alarme, ça a été évoqué, reste de toute façon la priorité absolue au niveau du système de sécurité incendie. Donc, dès qu'il y a une alarme, le service ne peut pas être ouvert. Voilà, donc ça veut dire que, et c'est plein de bon sens aussi, hein, il n'y a même pas de débat en soi. Donc, c'est aussi une condition de pouvoir ouvrir le service. Et ensuite, que le système est dans un état qui permet la connexion à distance. Donc, ça veut dire qu'il faut s'assurer que les équipements sur lesquels on va se connecter sont dans un état qui vont permettre cette connexion. Quelque part, il n'y a pas un événement qui est intervenu qui rendrait délicat l'ouverture à une communication électronique. Ensuite, on a le côté visibilité, c'est-à-dire que dès qu'on a l'autorisation de l'exploitant pour intervenir, c'est une chose, on va donc déclencher l'ouverture de ce service, mais tant que le service est actif, il faut que les équipements sous service à distance puissent le rendre visible. Donc la norme précise qu'il faut qu'il y ait une information à minima visuelle sur chacun des équipements qui sont connectés au service à distance pour que l'exploitant sache que le service à distance qui a été ouvert est toujours fonctionnel et toujours actif. Donc cette logique de visibilité, aujourd'hui, elle peut être diverse, hein. Ça peut être un voyant, ça peut être un afficheur, ça peut être différentes choses, mais il faut que ce soit visible et compris par l'exploitant tant que le service est actif. Et bien entendu, le service à distance doit avoir une fin. Ce n'est pas un canal ouvert vitam aeternam, il faut qu'à un moment donné, il ait une fin, vu qu'il a une raison. Et donc, lorsque la connexion à distance est terminée, donc c'est un point qui a aussi été souligné par Franck, et là, en gros, on a repris principalement l'exigence européenne sans trop la modifier. Il faut en informer le chef d'établissement, c'est-à-dire, bah oui, j'ai terminé le travail de service à distance, donc je vais couper les canaux. Voilà. Il faut notifier l'état des équipements du système. Donc là, vous retrouvez aussi une logique qui était dans celle qu'on avait dans la 933, c'est-à-dire qu'avant de quitter le site, on dit, bah voilà, monsieur, le service à distance est terminé, il est fermé, et voilà dans quel état je laisse l'installation. Alors, bien entendu, hein, comme dans une logique de maintenance, il est de bon ton à ce que l'installation soit au moins dans son état initial, voire dépannée ou réparée si c'était un des besoins. Donc, l'état de veille, de dérangement et ou d'alarme avant de partir. Rappeler les raisons du service à distance, c'est-à-dire qu'une connexion à distance, elle a un besoin, elle a une nécessité. Donc, on dit, voilà, je quitte le site et voilà pourquoi je suis intervenu. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va formaliser. Et remettre en service les zones qui éventuellement auraient été mises hors service durant le service à distance. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, le service à distance ne n'est pas de l'exploitation. Donc, on ne fait pas un service à distance pour mettre hors service ou des points à la demande du client. Ça, c'est de l'exploitation, c'est de sa responsabilité. Pour autant, on peut avoir été amené à mettre hors service différents équipements pour faire notre maintenance préventive ou corrective. Et dans ce cas-là, on remet tous les équipements
à leur état initial de référence. Et je vais me permettre de répondre à une des premières questions qui a été posée, parce qu'on est en lien direct avec ça. Dès que l'intervention est terminée, bien entendu, le technicien physique présent sur le site va devoir également renseigner le registre de sécurité, vu que le service à distance est lié à une action de maintenance. Donc, de toute façon, ça va de pair. Slide suivant, Martine, please. Merci. Donc, les interventions de service à distance sur le SSI. Donc, voilà, pour rappel de ce qui a été évoqué par Franck, on retrouve la logique de lecture, de commande et d'écriture. Donc là, on les a positionnés dans une logique, on va dire, plus ou moins profonde de l'impact sur le système. Donc, vous avez bien compris qu'avant de pouvoir faire ça, hein, même si je rabâche, c'est toujours important de l'avoir à l'esprit. Il y a autorisation, il y a ouverture du service à distance, et ensuite, on peut faire les choses. La logique de lecture, c'est vraiment son intérêt premier, et c'est quelque chose que l'on avait déjà dans la 933 qui existe encore aujourd'hui, hein, avant son amendement 2, c'était la possibilité de faire du télédiagnostic. Donc, en gros, on se connecte à la centrale et on va aller lire les historiques, regarder l'état dans lequel sont les équipements, peut-être aller lire de l'encrassement. Enfin, voilà, on va récupérer des informations dont le principal objectif est de pouvoir préparer la mission d'intervention, de maintenance préventive et ou corrective. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Le petit bémol peut-être que l'on peut s'autoriser à souligner, c'est qu'avec l'application de la norme européenne, et donc réécrite dans notre 933, on a forcément l'obligation, même en lecture, de demander une autorisation de lecture. Ça semblait couler de source par le passé, c'est-à-dire qu'on ne va pas se connecter comme ça juste parce qu'on a envie de se connecter à la centrale, il faut quand même qu'il y ait une autorisation. Donc au moins aujourd'hui, et même pour la lecture, c'est quelque chose d'écrit et de précisé, et je pense que ça a du sens. Ensuite, on a la notion de commande. Donc, bien sûr, hein, la commande, j'ai déjà dit, ce n'est pas de l'exploitation, hein, c'est vraiment de la maintenance. Donc, ce sont des actions où on va avoir besoin de lancer une commande à distance, donc via toute la chaîne informatique qu'on a vue. Hein. On a besoin de lancer une commande dans le cadre de la maintenance. Donc, ça peut être soit une commande liée à l'action de maintenance préventive, mais ça peut être aussi une commande qu'on va déclencher pour pouvoir vérifier une défaillance sur un équipement, sur un DAS, par exemple, une porte, un volet, etc. On va les piloter via ce service à distance pour voir dans quel état il se trouve. Est-ce qu'on a un problème de début, de fin de course, qu'importe. Donc, on va lancer cette action de commande, mais dans le cadre de la maintenance. Il y a un point qui est précisé en dernière ligne, c'est l'exigence qui est liée à la lecture, à l'écriture. C'est-à-dire qu'au même titre que l'écriture que je vais vous montrer juste après, une fois qu'on a lancé cette action de commande distante, on a des obligations. On a des obligations de formalisation, de faire un état formel, un constat avant, après la commande, et de vérifier certaines choses une fois que l'action de la commande est terminée. Donc, ce n'est pas juste on envoie une commande, c'est derrière, il y a des conséquences de terrain où la personne physique qui est présente va devoir vérifier, documenter, enregistrer certaines choses. Et pour terminer, eh bien, la situation la plus lourde en termes d'impact, hein, bien sûr, c'est l'écriture. Alors, il y a peut-être à rassurer aussi, c'est que l'écriture, on ne vient pas écrire directement dans la machine, et puis s'il y a un plantage, tout s'arrête. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. On ouvre le système à distance, on vient écrire quelque part dans le système, et une fois que on va dire l'ensemble du logiciel là, il peut y avoir donc mise à jour, téléchargement. Et dans ce cas très particulier, qui relève, alors ça peut relever de la modification, l'écriture, quelque chose entre guillemets d'assez simple, c'est-à-dire que le technicien de maintenance qui fait sa visite, il s'aperçoit qu'il est dans un local où il y a marqué bureau de monsieur Dupont, or c'est devenu une réserve. Donc il faut peut-être changer le libellé. Changer un libellé, c'est une action d'écriture dans la prog embarquée, bien sûr, qui est assez simple, parce que là, on va modifier peut-être juste une chaîne de caractères dans la base de données. Par contre, l'écriture peut aller jusqu'à un retéléchargement complet d'une programmation, par exemple, si on a changé une carte mère, je ne sais pas, ou voire changer les logiciels embarqués directement dans la machine. Et c'est pour cette raison que, et ça a été également souligné par Franck, d'un point de vue européen, et bien sûr, ça ne peut être que précisé dans nos normes nationales,
il faut qu'il y ait une action physique qui soit faite sur les équipements pour permettre ce basculement, ce téléchargement. Donc, une écriture purement à distance sans action site n'est pas possible. Voilà. Donc, on a une personne qui est physiquement présente, les téléchargements se sont faits à distance et qui va lancer l'écriture sur la machine pour pouvoir, vérifier que ça se passe bien. Et puis derrière, il y a tout le reste qui est à prendre en compte, c'est-à-dire les essais fonctionnels, leur enregistrement et de vérifier que à la fin, le système est en état de bon fonctionnement. Donc voilà un petit peu pour ces 3 niveaux de possibilités du service à distance. Donc la lecture, la commande et l'écriture. Et une fois de plus, qui ne relève pas de l'exploitation, mais vraiment de la notion de maintenance préventive ou corrective. Slide suivant. Merci. Donc, la traçabilité du service à distance. Donc, j'ai vu dans le chat qu'il y avait des questions sur ce point. Hein. Bien entendu, le service à distance, c'est une action de maintenance, quoi qu'il advienne. Donc, de toute façon, elle doit être enregistrée. Donc, on ne va pas juste faire des choses à distance, on va documenter ce que l'on a fait. Donc, ce que dit la norme, c'est que, et pour ce cas particulier du SAD, du service à distance, pardon, on va devoir formaliser une fois par an, de faire un bilan de l'ensemble des actions de service à distance qui ont été effectuées. Donc, on a, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, du bilan annuel que l'on peut être amené à faire en maintenance. Et là, on va préciser une fois par an. Alors, c'est mieux de pouvoir partager ce bilan avec le client, de lui expliquer, hein, pas juste en un compte rendu, mais voilà, l'idée, c'est de l'enregistrer. C'est de faire un bilan sur l'ensemble des sessions de service à distance qui ont été déclenchées. Donc, ça veut dire des sessions redatées, tel jour, telle heure, ouverture, fermeture. Pourquoi a eu lieu ce service à distance? Donc, on va expliquer la raison de ce service à distance. Qui était le technicien qui a fait le travail depuis le rack, donc depuis le côté distant du service. Bien sûr, il y a aussi le nom du technicien physique qui était présent sur le site. On va devoir préciser le type de session. Est-ce qu'on était en lecture, en commande ou en écriture? Les raisons, c'est ce que j'ai évoqué. Hein, pourquoi on l'a fait? Est-ce que c'était simplement une action, entre guillemets, normale de commande dans le cadre d'une visite de maintenance préventive, ou est-ce que c'était quelque chose qui relève plutôt du dépannage ou d'une mise à niveau des logiciels embarqués? Et tout ça, on va devoir le compléter par l'archivage des autorisations formelles de connexion que j'ai évoquées avec vous tout à l'heure. Donc, toutes les demandes formelles, voilà, tel jour à telle heure, je suis venu pour lire une information pour préparer ma visite de maintenance et j'ai eu l'accord de M. Dupont et voilà l'accord de M. Dupont. Donc, tout ça doit être documenté, enregistré et archivé. Next slide, please. Merci. Et donc, le maintien en conditions opérationnelles, donc ça, c'est quelque chose qui est un complément, en fait, mais qui est très important. C'est-à-dire que dans le cadre de la maintenance de nos systèmes, donc là, je parle des SSI, on a l'obligation d'avoir un contrat de maintenance NFS 6933 avec l'application de différentes annexes. Le service à distance est un moyen informatique qui vient s'ajouter, en fait, à toute cette chaîne de maintenance. Et donc, ce qui est demandé, c'est que le prestataire de service à distance puisse avoir également, pour garantir la disponibilité et le bon fonctionnement du service, eh bien, il doit également avoir une maintenance de son service à distance. D'accord? Je ne parle pas du client là, je parle vraiment du prestataire qui doit avoir démontré que son système est régulièrement vérifié. Voilà. Donc, globalement, et vu que l'on parle d'informatique, ce qui est demandé à minima par la norme, c'est qu'on a toute cette logique de logging, de mot de passe, de qui est le technicien, comment il peut se connecter, etc., etc. Il y a des obligations de réviser tout cela de manière récurrente. On va contrôler également les outils qui sont utilisés. Donc, on va regarder les versions logicielles, est-ce qu'elles ont été mises à jour? Voilà, on va regarder ce genre de choses. Et également, il faudra prendre en compte les prescriptions des différents fournisseurs des équipements du service à distance. Voilà, ça semble couler de source. Donc, l'ensemble des équipements, je ne parle pas du SPIC qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire la centrale, le SSI, le CS, etc. Je parle vraiment de l'équipement du service à distance. L'ensemble de ces parties logicielles ou matérielles doivent faire l'objet d'une vérification à minima annuelle.
Voilà, et je pense qu'il reste une dernière diapositive. La cybersécurité, donc c'est forcément un sujet important parce que là, on est sur des connexions à distance. Hein, donc forcément, dès qu'on passe par le web, il y a des risques cyber. Donc il y a aussi des questions qui ont été posées sur ce sujet et on en parlera au niveau des questions-réponses. La cybersécurité, comme l'a souligné Franck, c'est quelque chose de spécifique qui est bien entendu très important dans notre monde aujourd'hui. Hein, on le voit tous les jours et qui est porté par d'autres référentiels, d'autres groupes de travail, d'autres actions. Donc, il y a notamment le Cyber Resilient Act, il y a le NIS2, il y a également des profils de sécurité, de protection qui sont en cours pour les ECS, les CMSI. Enfin, voilà, il y a des choses qui existent dans le monde du cyber. Pour autant, et pour ce cas particulier de la 933, voire de la N 5710, il n'y a volontairement pas d'exigences de cyber qui sont portées par le texte. Le texte est vraiment là pour expliquer quelles sont les conditions de fonctionnement et quelle est l'organisation générale du fonctionnement du service à distance. Ce qui signifie que s'il y a un besoin de cybersécurité, si on utilise des liaisons Ethernet, etc., et que le client souhaite que son système soit sous une logique cybersécurité, c'est quelque chose qui doit être évoqué avec l'exploitant et ce sera à lui de définir le niveau de cyber qu'il attend et de voir comment toute la chaîne numérique peut être sécurisée. Voilà. Next slide, please. Et donc, pour terminer, il me semble, c'est la dernière diapo qui finalise un petit peu cette logique de normes de maintenance, c'est-à-dire que la NFS 61933 qui traite de la maintenance préventive et corrective est vraiment dans la logique applicative. Et pour pouvoir atteindre la mise en place en fait, de ce service à distance, forcément, il faut se poser des questions en amont, c'est-à-dire au moment de l'installation. Donc, lorsque le service à distance n'existe pas, eh bien, on reboucle avec nos deux textes de normes de conception d'installation pour les SDI ou les CMSI, ce qui va permettre de voir ce qu'il faut faire pour positionner des équipements, etc., etc. Et une fois qu'il existe, eh bien, on bascule en 933. Donc, ce que l'on a fait au niveau de la commission de normalisation, il y a deux de nos normes importantes, hein, la LFS 61932 qui traite des règles de conception et d'installation des systèmes de mise en sécurité incendie et la NFS 61970 qui traite des règles de conception et d'installation des systèmes de détection incendie. On les a modifiées pour pouvoir intégrer des premières recommandations qui initient la possibilité de mettre en place un service à distance. Donc, ces deux normes devraient sortir révisées très prochainement, certainement en novembre. Et elles vont intégrer, on va dire, trois principales notions. La principale notion, c'est que les interfaces du service à distance que l'on va utiliser justement pour être connectés à nos équipements centraux doivent être reconnues dans la certification du matériel central. D'accord ? Donc, on a cette logique d'associativité. On ne va pas pouvoir mettre n'importe quoi pour causer avec les centrales. Donc, ça, c'est une première exigence. La deuxième exigence qui concerne l'autonomie. Donc, l'autonomie sur nos systèmes de sécurité incendie, d'ordre général, hein, on retrouve la logique de 12 heures en veille, 1 heure en alarme, 10 minutes pour l'évacuation, etc. Eh bien, elle n'est pas applicable au service à distance parce qu'on n'est pas dans une logique d'exploitation ou d'incendie. On est vraiment sur un acte de maintenance. Donc, ce qui est demandé, c'est que les équipements interfaces, notamment du service à distance, puissent avoir une autonomie minimale de 1 heure. Quelque chose qu'on retrouve notamment pour les unités d'aide à l'exploitation du SSI, où voilà, on ne demande pas plus. Il est précisé également dans la norme que ces équipements n'ont pas l'obligation d'être des alimentations de sécurité, type EAE, AES ou EAES. En revanche, il y a un point particulier, c'est que si l'on a fait le choix d'utiliser une alimentation de sécurité du système de sécurité incendie pour alimenter le service à distance, alors l'autonomie doit être de 12 heures, 1 heure, etc. Voilà. L'idée, c'est que dès qu'on utilise un équipement du système, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Il est prévu pour 12 heures, 1 heure. Si on l'utilise même pour le service à distance, ça reste du même niveau. Et pour terminer, au niveau des câblages, il n'y a pas d'exigences particulières qui sont demandées ni par la norme européenne, ni par nos règles d'installation concernant les câbles physiques sur lesquels que l'on va utiliser, vu qu'on est sur quelque chose
qui est vraiment du second ordre, de l'ordre de la visite de maintenance et qui ne nécessitait pas, par exemple, d'avoir des câbles de catégorie CR1 ou ce genre de choses. Donc, il n'y a pas d'exigence sur le câblage entre les moyens de communication avec les équipements, les matériels centraux du système de sécurité incendie. Et je pense que nous avons terminé. Prochaine diapo, Martine. Voilà, donc écoutez, nous avons terminé. Merci pour votre attention. Je pense maintenant qu'on va pouvoir procéder aux questions-réponses. Oui, tout à fait. Alors, la première question, elle vient de Jean-Pierre Le Golf. Est-il prévu une certification NF Service, service à distance, EN50, EN5710 au CNPP? Alors, Jean-Pierre, tu peux, parce que là, le NF Service, c'est AFNOR, et donc c'est pas CNPP. Donc, est-ce que tu voulais demander, est-ce que les produits seront certifiés NF ou tu voulais vraiment parler du NF Service? Est-ce que, Martine, tu peux ouvrir le micro à Jean-Pierre Le Goff, s'il te plaît? Please, Martin, is it possible to open the microphone of... One moment, please. Yes. C'est Jean-Pierre Le Goff. Le Goff. Le Goff, L-I-G-O-F-F. Voir plus. Attends, bouge pas, je le vois. Je sais pas si je vais pouvoir le faire. Normalement. Ah, si c'est bon. Autorisez le micro. C'est bon, Jean-Pierre, tu peux parler? Jean-Pierre, tu peux activer ton micro normalement maintenant et préciser ta question. Ah, d'accord. OK. Vous m'entendez, voilà. Vincent? Oui, très bien. OK. Ouais, impeccable. Bonjour, Jean-Pierre. Oui, bonjour. À un moment donné, je m'étais renseigné auprès du CNPP, savoir si dans le futur, il y avait un projet justement de faire une certification dédiée NF Service pour cette norme. Et bon, là, c'était pas prévu pour l'instant. C'est pour ça que je vous posais la question. Éventuellement couplé avec du cyber, je sais pas. Ça pourrait être intéressant, mais bon, apparemment, il n'y a rien pour l'instant de prévu. Ouais. C'est pour ça que j'ai posé la question. Donc, quand tu as entendu ce que j'ai dit, parce que le NF Service appartient à l'AFNOR, oui, tout à fait. Oui. Qui est autre chose. Hein. Mhm. Et là, toi, ta question, c'était plutôt sur le côté APSA 17F7, c'est ça, plutôt par là? Ouais, alors. c'est ça, plutôt, que je connais pas bien. Ah, d'accord, ok. Voilà, je connais pas bien cet aspect-là. Ouais, d'accord. Okay. Parce que le NF Service, c'est pour Oui, ça que c'est je préfère te exact, demander, c'est autre chose. Ouais, Donc, autre chose. pour l'instant, il n'y a rien. Enfin, simplement que la norme, elle est factuelle, à demande d'avoir des prestations. Aujourd'hui, les prestations qui sont demandées dans la 933 ou dans la 970, si tu es certifié I7F7, tu réponds à ces prestations. C'est-à-dire qu'en fait, en étant certifié F7, APSAT, pardon, I7F7, tu peux dire que, surtout F7, tu peux dire que par un tiers, tu vérifies et vérifié par un tiers ce qu'on te demande dans la norme. D'accord, ok, c'est déjà traité, compris et prévu. Voilà. Ok, d'accord. Simplement, lors de tes audits APSAD, Ouais. tu pourras certainement avoir la question est-ce que tu fais des services à distance, oui ou non? Ok. Après, je pense pour compléter ta question, Jean-Pierre, c'est que c'est pas un sujet effectivement au comité de certification que l'on a évoqué. Cependant, je pense que ça mérite quand même un peu d'analyse et de profondeur au niveau du comité de certification APSA 17F7 parce que c'est un sujet qu'il faudra certainement évaluer dans le cadre de l'assertif. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'obligation de maintenance, du personne qualifiée, Ouais, etc. tout à fait, etc. C'est un truc qui devrait arriver, je pense, dans le temps. Pour autant, Ouais. il n'est pas encore pris en charge par le comité, mais sans trop me mouiller, je pense que c'est un sujet qui va arriver sur la table sur le moyen terme. D'accord. Ok, merci pour l'info là. Ok, ça marche. Par contre, sachant qu'aujourd'hui, voilà,
les cartes réseau et tout ça, bah, le but du jeu, comme le demande la 933, je vais dire, l'a demandé Vincent, le présente la 933, bah voilà, il faut qu'il soit connu dans la centrale, forcément, parce que Forcément, si tu mets ouais. la carte réseau dans la centrale, il faut qu'elle soit couverte par le marquage CE de la centrale, quoi. Tu peux pas, Tout à fait, voilà. tout à fait, ouais. Donc, tu as tout cet aspect-là, et puis, bah, La sortie dans un... Ethernet, il faut qu'elle soit connue avec la Voilà, municipalité. exactement, ouais. Voilà. Mais comme tu fais déjà aujourd'hui, tu vois, pour d'autres Ouais. cartes optionnelles que tu as dans ta centrale, quoi. Exactement. Ouais. OK. Ouais. Ça répond à ta question? Oui, tout à fait, ouais, merci. Ouais. Impeccable. En complément, Ah. on a Frédéric Dufayet du CNPP qui nous a bien précisé que le service à distance est un point qui sera vérifié dans le cadre des audits F7. Voilà, donc Yes. on a les réponses en live. Merci Frédéric. OK. On avait Après, je crois ensuite que c'est une une deuxième question de Pascal. Vas-y. Pardon? Non, vas-y. De Pascal Hurtelin. Donc, pas de traçabilité dans le registre de sécurité. Ben non, c'est en fait, Vincent vous a présenté qu'on avait l'obligation, à minima une fois par an, de donner, c'est bien ça, hein, Vincent, de donner les connexions qu'on a faites, qu'est-ce qu'on a fait dessus, qui l'a fait, etc. et tout ça. Donc, c'est arrivé là, justement, lors du groupe de travail de normalisation par les utilisateurs finaux, dans un objectif d'aller le mettre dans le registre de sécurité ou d'avoir une traçabilité. Donc, c'est bien écrit dans la 933, c'est à minima une fois par an. Oui. Donc, pour le bilan, oui, Franck, tu as raison. Après, comme je l'ai évoqué, c'est que l'action de service à distance étant liée à une action de maintenance, et comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a très souvent aussi un technicien présent sur site pour voir que tout s'est bien passé. Dans le cadre de son intervention de maintenance standard, il va enregistrer des choses dans le registre de sécurité. Donc, ce qui sous-entend que en dehors du service à distance, il va enregistrer malgré tout sa présence et ce qu'il a pu faire dans le cadre de la maintenance. Donc, on a bien quand même ce petit bout de complément. Et spécifiquement, une fois par an, on explique ce qu'a été le service à distance. Est-ce que ça répond à votre question? Il peut parler? Non. Attends, est-ce qu'il y a une réponse dans le chat? Tac. Non. Bon, je vous propose qu'on passe à la question suivante. OK. Merci. Donc après, on a des questions. Mon capitaine, la mise en place d'un SAD sur un SSI doit-elle faire l'objet d'une mission de coordination? Très bonne question. Très bonne question, mais ça, justement, c'est un point qui va être discuté en 943. Ouais, lors de la rédaction, bien sûr, Vincent. Bon. Par contre, concernant votre deuxième question, ce dispositif de maintenance en ligne doit-il apparaître dans le dossier d'identité SSI? Bah oui, bien sûr, comme tout équipement qui est présent dans le SSI. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc apparemment, ça répond à votre question. Non? Oui, impeccable. Mais les micros sont ouverts pour tout le monde, Vincent? Non, il faut les ouvrir un par un au besoin. Martin, is it possible to open all the microphones of the people to have an exchange? Let me have a look. One moment, please. J'ai vu que le capitaine avait envoyé un pouce. Pour ce... Ismaël, pour ce qui est de la société, pourriez-vous apporter plus d'éclairage? La société, c'est ce qu'on vient d'échanger avec Monsieur Le Goff. En fait, c'est de déclarer la carte dans la centrale, hein, pour que le marquage chez eux, déjà, hein, les essais CEM, d'environnement, etc. Et donc, du coup, cette carte sera listée dans le rapport d'associativité, puisque ça sera une carte optionnelle utilisable par la centrale. Et puis, la socialité, c'est de montrer que s'il y a un défaut de communication, vous vous rappelez, hein, c'est toujours l'éternel truc, hein, court-circuit, coupure, mise à la terre, ça n'affecte en aucun cas l'arrivée d'une alarme feu sur la centrale, ou ça n'affectera pas sur le CMSI une commande de mise en sécurité.
Voilà, c'est ça le but de l'associatif. Donc, ces cartes sont des cartes de com optionnelles, mais l'objectif, c'est que si ces cartes sont en défaillance, elles n'affectent pas ce qu'on appelle les fonctions essentielles de l'ECS ou du CMSI. Est-ce que ça répond à votre question? Alors, en partie, puisque, donc en fait, est-ce que cette associativité va concerner la centrale ou sinon l'équipement qui se charge de ce service à distance? Bah, les deux, mon capitaine. Oui, la centrale et l'équipement de connexion, en fait. Oui, voilà, tout à fait. Parce qu'après, c'est un choix de constructeur. C'est soit la carte peut être interne à la centrale, ou la carte peut être externe. Et donc, elle sera aussi listée à ce moment-là dans le DA en tant que produit spécifique. D'accord, donc ce n'est pas le ou, mais le et, le t. C'est un et oui, Oui. l'associativité touche les deux produits pour lesquels il y aura une vérification fonctionnelle, bien sûr, par le labo et la certification du produit. Entendu, merci beaucoup. Et ça répond à votre question? Oui, ça répond très bien à ma question. Merci beaucoup. Bah non, c'est normal. Ensuite, on avait... ça, on a vu. Quelle entité organisme tiers peut attester de la compétence du technicien à distance? Existe-t-il un programme de formation en conséquence? Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, aujourd'hui, en termes de reconnaissance de compétences dans le métier de la maintenance, il existe la certification ABSAT de service parce que, donc F7, la mission ne peut pas se limiter en fait à la compétence d'un technicien. C'est l'intégralité. On l'a vu tout à l'heure dans la norme européenne, elle parle des compétences des entreprises, du service et des collaborateurs. Donc tout ça, c'est un tout. Il faut évaluer la capacité de l'entreprise à pouvoir être compétente dans le service à distance et il faut également évaluer, partir ce parti, la connaissance du technicien à pouvoir connaître notamment les produits sur lesquels il intervient. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans la lecture, peut-être plus européenne d'ailleurs que nationale de cette exigence, c'est qu'on parle d'une compétence de la personne qui sera distante, donc là typiquement pas forcément celle qui est sur site, et qui va devoir connaître les équipements sur lesquels on fait une action de maintenance. Et typiquement, ça veut dire, alors je vais peut-être rentrer dans un détail un peu profond, mais au niveau de cette certification ABSAT de service, c'est ce qu'on appelle le contrôle de connaissances partie A et B, voire C, qui permet d'attester de la connaissance normative réglementaire et à l'usage en installation ou en mise en service ou maintenance des équipements du système de sécurité incendie. Voilà. Donc c'est vraiment Après, ce n'est pas une obligation en soi, la certif F7, hein, c'est une des solutions qui existent et qui permet de bien répondre à l'ensemble de la chaîne en termes de validation de compétences par tierce partie. Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas? Très bien, Vincent, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et je crois qu'on a balayé. Non, on avait des questions dans l'endroit questions-réponses. Ah on oui, avait, j'ai vu. on avait T'as raison, donc Vincent. les accès au RAS sont-ils enregistrés dans l'historique du système de sécurité incendie? Peut-être tu peux répondre, Franck, là, sur cette La question. réponse est oui, puisque justement, quand on fournira comment dire, le rapport au client au minimum une fois par an, donc il faut bien que les opérations soient enregistrées, oui. Oui, oui. La réponse est oui. Et on a une question de Christophe Caplin qui nous parle des attaques cyber. Donc, quelles sont les mesures prises pour faire face aux attaques cyber? Aucune. Non. Alors Christophe, justement, on en a parlé. C'était je pense que tu as posé la question avant que Vincent présente le slide. Hein. Donc le slide, bien sûr, la cyber est un risque pris en compte puisque c'est clairement écrit dans la norme européenne et dans la norme française que le risque cyber est à prendre en compte pour ce type d'installation de service à distance. Mais c'est volontaire qu'il n'y a aucune exigence dedans pour ne pas avoir des contradictions, comme l'a présenté Vincent, avec tous les textes qui arrivent. C'est-à-dire que c'est clairement écrit que le risque cyber est à prendre en compte, mais ce n'est pas dans ces normes qu'on mettra les exigences cyber, puisqu'en fait, il y a d'autres textes, la NIS 2, le CRA, et puis les textes de l'ANSSI qui sont là pour définir les évaluations des risques cyber.
Donc, c'était volontaire pour qu'il n'y ait pas de contradiction avec tous les textes qui arrivent ou qui sont déjà existants. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Christophe? Oui, merci beaucoup. Merci, Franck. En effet, la question On t'entend très peu, Christophe. Tu es très, très loin. En effet, la question avait été posée avant les explications de Vincent. Merci pour ces explications, Franck. Voilà. Okay. Super, merci. Je ne vois plus de questions dans le chat. Si. Non, il n'y en a plus. Alors, si vous avez d'autres questions, profitez-en, il nous reste un petit peu de temps. Non, on vient de nous dire merci, c'est sympa, merci. On espère avec Vincent que ça vous a plu. L'objectif était voilà, de partager, de vous informer. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le site de la FFMI. Il y a un portail qui s'appelle Contact FFMI, et n'hésitez pas. Merci à tous. Merci. Et bon après-midi. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Attends, on avait une question. Franck, j'ai vu Gabriel qui a levé la main. Alors peut-être qu'il s'est trompé. Non? Bon. Moi, j'ai une question, si c'est possible. Mais bien sûr, Michel. Bonjour, Michel. Dites, non, une question de détail. La notion d'alarme, on ne peut pas se désintégrer s'il est en alarme. Tu as parlé aussi de dérangement. Est-ce que, en cas de dérangement, on peut établir une SAD? Oui, c'est même un des points importants parce que autant quand on en alarme, on est en situation d'urgence. Donc là, on ne peut pas imaginer venir se connecter et puis aller causer avec la centrale. Il faut qu'elle fasse son job de sécurité. En revanche, quand on a une défaillance, et c'est là que peut prendre tout son sens le service à distance, c'est qu'on va se connecter pour voir ce qui se passe. Et justement, pour préparer l'intervention de la visite de maintenance. Donc oui, s'il y a un défaut, on peut tout à fait se connecter. Et ce ne sera pas une action de maintenance? Ce sera une action de maintenance. Ça sera la préparation de l'action de maintenance. C'est-à-dire que si préparation ou... je n'ai pas dit réparation. J'ai dit qu'on prépare la visite de maintenance. Donc, on va typiquement aller regarder, soit discuter dans la centrale, voir ce qui ne va pas. Et puis, je ne sais pas, je dis, par exemple, on a un matériel déporté qui est défaillant. On sait qu'on va devoir venir, pourquoi pas, avec ce matériel en prévision du remplacement. Tu vois, ça va nous permettre de ne pas arriver, alors, sans vulgariser le truc, mais un peu les mains vides pour constater ce qui se passe sur site et après revenir avec le produit. On pourrait arriver avec un produit défaillant à remplacer tout de suite. Et ensuite, ça permet d'aller plus rapidement vers la réparation. Ouais, j'ai bien suivi, si tu veux, sur les groupes de travail, mais j'ai du mal à l'expliquer aux mainteneurs. C'est tout. C'est du pré-diagnostic. Exactement, Jean-Pierre, tout à fait, ouais. Ouais, d'accord. Okay. C'est un peu l'idée, ce que je disais, c'est un peu l'idée du prédictif dans la 13306, Michel. C'est voilà, on va gagner du temps parce qu'on va anticiper des choses. Voilà. D'accord. Merci. Bon, eh bien, mesdames, messieurs, si on n'a plus de questions, je pense qu'on va vous souhaiter un bon appétit à venir. Vous dire merci une fois de plus pour votre participation et votre écoute active. Et au plaisir d'avoir éventuellement d'autres questions ou de refaire un webinaire sur d'autres sujets. Voilà. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.